Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. D'abord, si vous le voulez bien, replongeons-nous dans les derniers mois de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, bien sûr. L'Allemagne, à ce moment-là, n'a pas encore tout à fait capitulé. À la fin d'avril 1945, à Reims, là où se trouve le QG d'Eisenhower, commandant suprême des forces alliées, on reçoit du président Truman une directive secrète, la directive JCS 1067. Important d'avoir ce numéro, si je puis dire, parce que vous allez voir que ça va avoir des conséquences immenses. JCS 1067, directive définissant les modalités de l'occupation de l'Allemagne. Des modalités qui sont drastiques. C'est le secrétaire au Trésor américain, Morgenthau, le célèbre, qui est l'inspirateur de cette note. Il s'agit pour lui de mettre l'Allemagne à terre, de démanteler toutes les usines, de fragmenter l'Allemagne en plusieurs États pour éviter toute nouvelle guerre en Europe. Et cette directive va encore plus loin. Eisenhower ne doit autoriser aucune mesure qui pourrait entraîner la reconstruction économique de l'Allemagne ou pourrait maintenir et renforcer l'économie allemande. Vous voyez un peu l'état d'esprit. L'Allemagne doit rester ruinée. Et après la capitulation, Eisenhower appliquera cette directive. Mais disons les choses, vous connaissez Eisenhower, c'est un homme intelligent, souple, conciliant, si je puis dire. Il va appliquer tout ça avec un petit peu de souplesse. Les Américains vont d'ailleurs très vite faire volte-face. Truman, le nouveau président qui a remplacé ce président Roosevelt qui n'en finissait pas d'être malade, Truman s'aperçoit que les États-Unis ont un nouvel ennemi, c'est l'Union soviétique de Staline, qui étend son emprise en Europe de l'Est, qui installe des régimes à sa botte, et pour faire barrage à l'URSS, les États-Unis ont besoin d'une Europe occidentale qui soit forte, qui soit riche, afin de ne pas tomber dans les griffes du communisme. On n'est déjà, pas encore dans la politique de l'endiguement, mais on est déjà dans la mise en place des blocs. Ça va être la politique du containment, comme disent les Américains. Truman lance donc... Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge. Truman lance le plan Marshall et il envoie une nouvelle directive à Eisenhower en juillet 1947. Une Europe ordonnée et prospère nécessite les contributions économiques d'une Allemagne stable et productive, dit-il. Et voilà que Américains, Britanniques et Français fusionnent leurs zones d'occupation en une seule pour créer un État démocratique allemand avec une économie capitaliste. Voilà l'origine de la RFA, bien sûr, de ce qu'on appelait l'Allemagne fédérale. Question épineuse désormais pour la France. Quelle posture adopter face à cette Allemagne reconstruite? Est-ce qu'il faut se montrer conciliant, hostilité, entente, alliance? Franck Ferrand sur Radio Classique. La réponse est d'autant plus difficile à définir que, entre-temps, la 4e République est née. Les gouvernements se succèdent, alors rapidement, puisqu'il n'y a aucune stabilité gouvernementale dans ce régime de la 4e. Tous les 6 mois, il y a de nouveaux présidents du Conseil. On est mal placé pour en sourire maintenant, mais les ministres sont souvent les mêmes, les hauts fonctionnaires restent, c'est ça qui compte. Car nous sommes entrés, encore plus qu'au lendemain de la Grande Guerre, déjà il y avait eu la mise en place de la technocratie au lendemain de la Grande Guerre en 19. Mais là maintenant la technocratie est au pouvoir, si je puis dire. Et un de ces hauts fonctionnaires va trouver sa place. Il se trouve être commissaire général au plan, poste absolument stratégique dans une France en pleine reconstruction. Vous imaginez, cet homme-là a 60 ans. Il s'appelle Jean Monnet. C'est un personnage brillant, fin diplomate, un homme volontaire, spirituel. On voit très bien, vous voyez un peu Jean Monnet avec son chapeau, sa petite sacoche sous le bras. Là, la caricature du haut fonctionnaire de très haut vol du milieu du XXe siècle. Personnage de l'ombre. J'avais mieux à faire que d'exercer le pouvoir. Mon rôle n'était-il pas d'influencer ceux qui le détiennent et de veiller à ce qu'ils s'en servissent au moment utile, écrira-t-il dans ses mémoires. Il écrit ses mémoires en 1976, Jean Monnet. C'est un autodidacte, issu d'une famille de négociants en cognac. Il a arrêté l'école à 16 ans pour vendre du cognac. Il en a vendu à Londres, il en a vendu à New York, à Chicago. Pendant la guerre de 14, il a réussi à convaincre le ministre de la Marine français de créer un pôle maritime commun avec les Anglais, vous imaginez. Et à 27 ans, il est donc devenu responsable de la coordination des ressources alliées. C'est ce qu'on appelle une carrière fulgurante. Voilà la véritable intelligence qui, lorsqu'elle est directement mise au service d'une pratique et d'une vision, finit par aller beaucoup plus loin que tous les diplômes. En 1920, il est secrétaire général adjoint de la SDN, s'il vous plaît, et
en même temps banquier à Wall Street. Quand je dis en même temps, juste après, banquier à Wall Street. Très important d'en être conscient. C'est la finance américaine dont nous sommes en train de parler. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il joue le même rôle efficace que pendant la Première. Il est président du comité de coordination franco-britannique. Et à ce titre, il est là au moment du projet, vous savez, de fusion entre les gouvernements français et britanniques. Il est ensuite vice-président du British Supply Council, qui est à Washington. Et pendant toutes ces années, il va nouer avec les banquiers des relations étroites. Les industriels, les politiques américains, tout ça, c'est son petit monde, c'est son vivier, si je puis dire. Il est persuadé que l'Allemagne va perdre cette guerre parce qu'il connaît les chiffres, il voit les tendances économiques et financières, et De Gaulle le nomme commissaire à l'armement dans le gouvernement provisoire, ce qui fait qu'à la Libération, il est carrément à Paris, commissaire au plan donc. En charge du ravitaillement, vous imaginez l'importance. Et comme il a des relations, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est plus que des relations là avec les États-Unis, eh bien il écrit à ses amis américains « La restauration économique de l'Europe, qui est une des conditions fondamentales de la paix, exige d'abord que la France restaure sa puissance économique et elle ne peut y parvenir sans satisfaire ses besoins essentiels en charbon. » Voilà l'obsession du moment, le charbon, et pour cause. D'abord pour l'acier, vous l'avez bien compris. Or, la Ruhr regorge de charbon. Monet cherche un moyen d'assurer l'accès français à ce charbon de la Ruhr, par une sorte de partenariat avec l'Allemagne plutôt que par annexion. C'est fini l'annexion, on a vu ce que ça avait donné dans les années 20. Un montage en accord avec sa philosophie politique d'une certaine manière, puisque son but à lui, c'est de dépasser les nations. Il parle de nationalisme, mais la vérité c'est qu'il veut dépasser les nations. Pour lui, ce sont des risques de guerre. Il veut créer une interdépendance économique et politique qui pourrait peu à peu mener à quelque chose de fédéral, un peu sur le modèle des États-Unis. Vous voyez, il y a cette idée, c'est lui, enfin lui entre autres, mais notamment chez lui que germe cette idée. Il avait d'ailleurs écrit une note qui évoquait l'idée d'une Union européenne continentale à l'époque où il était à Alger, en août 1943. Un peu comme ce qu'on avait vu aux États-Unis ou en Union soviétique. Il réfléchit donc à toutes ces conjonctures avec son équipe du commissariat général au plan, rue de Martignac, tout près de l'Assemblée nationale, évidemment. Gérard Bossuat, dans Le mystère Jean Monnet, qui est paru cette année chez Talandier, nous dit « Un jeune collaborateur, Romain Gary, proposait des abandons de souveraineté au profit d'une organisation démocratique européenne pour empêcher tout nouveau conflit. Il considérait possible l'intégration des bassins industriels occidentaux et la création de sociétés mixtes franco-allemandes à égalité. » Ah, on comprend bien ce qui s'est passé dans l'esprit de ces gens à cette époque, c'est-à-dire que tout était détruit en Europe et on se disait qu'il y avait peut-être à construire à la place quelque chose qui aurait pu prendre une tournure grandiose. Vous écoutez Radio Classique. Alors la France hésite sur la marche à suivre face aux problèmes allemands. Seulement, la pression soviétique va servir d'aiguillon, si vous voulez. En novembre 1948, les soviétiques bloquent tous les accès terrestres à Berlin-Ouest. Ils ont l'intention de contrer la création de cette Allemagne fédérale. Là. Ils veulent s'emparer de Berlin-Ouest. Vous connaissez l'histoire, les Occidentaux font leur fameux pont aérien, ils vont alimenter la partie ouest de Berlin, les Soviétiques finiront par céder et les États-Unis à ce moment-là décident d'accélérer l'intégration de l'Allemagne dans le bloc de l'Ouest. On va créer à ce moment-là la RFA, ça y est, c'est officiel, mais aussi le Conseil de l'Europe, ça c'est le 5 mai 1949, Conseil de l'Europe pour s'engager sur les droits de l'homme, la démocratie. N'oubliez pas qu'on est dans la foulée directe de Nuremberg, là. Et puis le Conseil de l'Atlantique Nord, qui plus tard va devenir l'OTAN. Donc, vous voyez à quel point ce dont nous parlons là est absolument d'actualité, bien sûr. Les Allemands de l'Ouest, de leur côté, sont très favorables à cette intégration, et pour cause. Le 13 juillet 1948, le président de la CDU de Rhénanie-Westphalie, c'est Karl Arnold, appelle à une réconciliation avec la France. Je ne sais pas si vous imaginez, de la part du patron de la droite allemande, de dire ça à l'époque. Le 9 mars 1949, dans l'International News Service, qui est donc un journal américain, je n'ai pas besoin de vous le dire, Konrad Adenauer, qui est président maintenant de la CDU, appelle à une union complète avec la France qui fonderait quelque chose de nouveau. On pourrait créer là une Union européenne, une nouvelle vie pour une Europe très malade. Adenauer devient chancelier de la RFA en septembre 1949. On se dit qu'à partir de là, si l'homme qui est favorable à cette union avec la France et avec une partie de l'Europe
devient lui-même chancelier du pays, bon, ça va se faire. Et d'autant plus qu'en France, le ministre des Affaires étrangères, Robert Schuman, qui a déjà été président du Conseil, un Lorrain, démocrate chrétien, est très ouvert à tout ça. En novembre 1949, il propose à l'Allemagne d'intégrer une structure financière régionale, le Finebel, qui regroupe déjà Belgique, Luxembourg, France et Pays-Bas. L'Allemagne va participer au même titre que tous les autres à cette union-là, à égalité. Ça nous paraît, nous, naturel, mais encore une fois, c'est un pays vaincu qui a été considéré comme l'oppresseur du monde dont on parle. Révolution, et qui passe parfaitement bien dans les opinions, on n'en revient pas. La France... qui pourtant est très très germanophobe à l'époque, et elle a quelques raisons de l'être, la France regarde cette idée sans grande hostilité. Les circonstances sont donc propices et début 50, Jean Monnet va décider de pousser son idée de communauté européenne en commençant précisément par les deux marchés qui l'intéressent, là, le charbon et l'acier. Organisation qui donc inclurait l'Allemagne. Il prépare tout ça avec sa fameuse équipe de technocrates du commissariat général au plan, rue de Martignac, projet de déclaration qu'on soumet au ministre Schuman. On rédige une ébauche, on discute, on amende, on réécrit. Le texte évoque une égalité entre la France et l'Allemagne, une renonciation partielle de souveraineté au profit d'une autorité internationale. Vous vous rendez compte de ce qui est à l'œuvre ? Une renonciation partielle de souveraineté dans un traité qui a lieu, non pas dans je ne sais quel pays lointain d'Amérique du Sud ou d'Afrique, mais bien sur le continent européen, où ces souverainetés sont ancrées dans des histoires centenaires et parfois millénaires. Le travail se poursuit jour et nuit, là on peut dire, et même le week-end dans la villa de Monnet, à Oujaraï, à côté de la forêt de Rambouillet dans les Yvelines. On travaille dans le plus grand secret et on rédige un texte que Monnet envoie à Schuman le vendredi 28 avril 1950. Le ministre Schuman rentre chez lui à Sichazel, vous savez, dans sa fameuse maison, là, en Moselle. Et quand il revient le lundi, il annonce à son collaborateur, qui s'appelle Clapier, « J'ai lu le papier de Monnet, c'est oui, je marche ». Monnet va lui-même écrire une notice pour accompagner la déclaration. Il souligne la menace de guerre froide, il dessine le rôle de la France dans une nouvelle Europe. « Il faut changer l'esprit des hommes », écrit-il. « Il faut une action immédiate qui change le cours des événements. Il faut agir pour donner de l'espoir aux populations des pays libres, car la situation allemande est un cancer dangereux. Les États-Unis sont prêts à accepter des évolutions si elles sont dynamiques et proposées par la France. » Tout ça est d'une habileté incroyable. Le 6 mai... Monnet rencontre l'ambassadeur des États-Unis, David Bruce. David Bruce était la seule personne en dehors de ses proches au plan à qui Monnet avait confié ses idées, nous dit Gérard Bessois. Et pour cause. Est-ce que c'est pas plutôt les Américains qui lui ont confié les idées ? Ça, l'histoire ne le dit pas vraiment. Le secrétaire d'État, en tout cas, c'est Dina Kayson à l'époque, va approuver. Washington suit l'affaire de très près. L'idée, c'est d'ancrer l'Allemagne de l'Ouest, certes, c'est d'avoir un interlocuteur, une autorité unique en Europe, et disons les choses. L'idée, c'est de pouvoir contrôler beaucoup plus facilement cette Europe. Cette Europe est déjà très atlantiste, très américaine, mais si en plus on avait une forme de fédération sur laquelle on puisse mettre la main du côté de Washington, ce serait parfait. Ensuite seulement, Monnet informe le président du Conseil, Georges Bidault en l'occurrence, le fameux Georges Bidault dont parle tant le général de Gaulle dans ses mémoires de guerre, qui dira n'avoir pas eu connaissance du texte avant. C'est quand même incroyable, il est président du Conseil en France, et il n'est pas au courant de ce qui est en train de se tramer et où l'on parle d'un début de cession de souveraineté. Bref, il se rallie, le reste du gouvernement avec lui. Alors il faut quand même notifier le gouvernement allemand, n'est-ce pas ? Schuman envoie une lettre à Adenauer, à Bonn, puisque Bonn est la nouvelle capitale du nouvel État d'Allemagne de l'Ouest. Adenauer reçoit ça comme une divine surprise, vous imaginez, il parlera d'une mesure magnanime, ému aux larmes, il dira « Voilà 25 ans que j'attends un événement comme celui-là ».
Et le 9 mai 50, c'est le grand jour de l'annonce au public. Schuman a organisé une conférence de presse à 6h du soir dans le salon de l'horloge du ministère des Affaires étrangères au Quai d'Orsay. On a tous eu ça dans nos manuels scolaires, cette photo célèbre. Schuman prend la parole avec cet accent luxembourgeois, cette voix rude et heurtée selon le Figaro. La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent, dit-il. En se faisant depuis plus de 20 ans le champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix. L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre. L'Europe ne se fera pas d'un coup ni dans une construction d'ensemble, elle se fera par des réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Extraordinaire, hein. Là, le programme est annoncé. Des réalisations concrètes qui créeront une solidarité de fait. Voilà comment progresse ce projet fédéral des fondateurs de l'Europe unie. Un peu plus loin, dans le même texte, Monet parle de placer l'ensemble de la production franco-allemande de charbon et d'acier sous une haute autorité commune. Vous avez compris ce qui est en train de se mettre en place. La solidarité de production qui sera ainsi nouée manifestera que toute guerre entre la France et l'Allemagne devient non seulement impensable, mais matériellement impossible. Et ça, c'est l'argument pour les générations de l'époque. Le grand argument en faveur de ce début d'union, c'est rendre impossible une nouvelle, une troisième, enfin même quatrième guerre entre l'Allemagne et la France. Ce que Schuman vient de lire, c'est l'acte de naissance de l'Europe en tant qu'entité politique. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je pense que vous ne vous faites pas une idée de ce qu'a été la stupéfaction à l'époque, au lendemain de cette déclaration Schuman. C'est un revirement complètement extraordinaire. Et alors là, les hommes politiques vont devoir se déterminer, en être ou ne pas en être. D'ailleurs, Monet confie au ministre belge Albert Copé « Je me fous du charbon et de l'acier. C'est l'Europe que je veux faire. » Là encore, c'est une phrase qui devrait presque être affichée en lettres d'or. L'idée à chaque fois, dans tous les projets d'ailleurs qui vont parsemer le projet d'unification d'une Europe, de fédéralisation, ce n'est jamais le sujet qui est annoncé. En fait, derrière le sujet, il y a l'Europe qu'on veut faire, cette espèce d'horizon, qui d'ailleurs est repoussé et recule à mesure qu'on avance. Alors, il y a beaucoup de gens qui sont réservés, disons les choses. En Allemagne, il y a beaucoup de gens qui se disent, ça y est, la France est en train de faire main basse sur notre industrie et sur nos réserves de la Ruhr. Les Britanniques sont pour le moins réservés. Et encore, je ne vous lis pas la presse britannique, mais on se moque beaucoup. Et De Gaulle lui-même raille ce qu'il appelle un méli-mélo de charbon et d'acier sans savoir où l'on va. Mais en attendant, et les communistes français disent qu'il y a derrière la main des États-Unis, ce qui n'est peut-être pas si faux que ça. Schuman répond que ce sont précisément ces divisions-là qui affaiblissent l'Europe, qui doit se montrer forte face aux deux blocs que sont en train de constituer d'un côté Moscou et de l'autre Washington. Les négociations pour la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, vont commencer avec 6 pays au départ, France et Allemagne bien sûr, mais aussi bien sûr le Benelux, Belgique, Luxembourg et Pays-Bas, et puis l'Italie. La France hésite, elle a son empire à l'époque, on n'a pas encore fait la décolonisation. Bref, Monet est à la manœuvre, il lance un ultimatum aux Britanniques, il faut nous donner une réponse avant le 1er juin, 19h. Les Britanniques répondent, c'est un no. Franck Ferrand sur Radio Classique. On va donc créer sans eux une haute autorité à 9 membres aux compétences supranationales. Monet en serait bien resté là, mais les autres négociateurs craignent une gouvernance technocratique, parce que c'est aussi la grande question. Les institutions sont pour l'instant très peu démocratiques, il n'y a pas d'élection dans tout ça, il y a beaucoup de nominations de hauts fonctionnaires, etc. Et ce sera ensuite toute l'histoire de la création, de la construction européenne, d'essayer de mettre un peu de démocratie dans ce qui reste en quelque sorte le rêve de ces hommes pleins d'espoir et pleins d'habileté qu'étaient les grands technocrates de l'après-guerre. Vous écoutez Radio Classique.